vais demander, donc sans plus attendre, aux prochains intervenants de nous rejoindre, des intervenantes en l'occurrence. On va se poser la question de l'organisation de l'école numérique, c'est-à-dire comment elle intègre dans le cadre de ses missions ces technologies, sans faire entrer le loup dans la bergerie. Donc, e-éducation de la crise à la norme, je vais demander à Marilyn Lutic et Mireille Branger de bien vouloir me rejoindre. Merci. Marilyn, vous pouvez prendre position à la tribune si vous le souhaitez, pour un point d'étape qu'on souhaitait un petit peu officiel, puisque Marilyn Lutic, vous êtes directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Cantal. Voilà, il y a eu une séquence e-éducation forcée qui nous a mis le nez dedans. Quel bilan, même si la période n'est pas terminée, même si on croise les doigts, je rejoins Corinne Navarro pour que ça recommence pas, voilà, quel bilan à tiède, parce que c'est ni à chaud ni à froid, mais quel bilan à tiède pouvez-vous faire de cette séquence? Je vais baisser encore. Peut-être quand voilà, là je m'entends. Voilà. Donc effectivement, donc l'analyse de la séquence de e-éducation, effectivement, qui a été forcée par rapport à cette crise sanitaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Cantal, puisque je vais parler Cantal et puis un petit peu académie, c'est que les écoles et puis les établissements scolaires étaient déjà équipés, et pour certains déjà bien équipés avant la crise sanitaire. Nous avons dans le Cantal, depuis quelques années, donc l'école qui s'appelait Éloignée en réseau, et que moi, quand je suis arrivée, j'ai vu que le numérique, en fait, n'éloignait pas, mais rapprochait. Donc, je dis, on va l'appeler école en réseau. Et donc, ça s'est passé tout au début sur la circonscription de Mauriac, et les élèves donc étaient déjà en relation entre eux, en école. Donc, ça peut être 5 écoles ensemble avec les élèves, donc de niveau de classe identique, et également avec les collèges. Et ceci, nous avons continué donc dans le département à le faire, à le poursuivre et puis à l'étendre. C'est que la crise sanitaire, évidemment, elle a provoqué le distanciel de la classe vers le domicile de certains élèves, puisqu'il y avait des élèves qui étaient en distanciel et puis des élèves qui étaient en présentiel. Il y a eu du domicile de l'enseignant vers le domicile des élèves, et des enseignants qui étaient dans l'établissement et qui allaient vers le domicile de l'élève. Donc, comme on l'a entendu par Madame la principale, il y a également et puis par Madame, il y a des familles qui soit ont des problèmes de réseau, soit ne sont pas équipées. Donc, nous avions travaillé pour qu'il y ait des documents papier, mais nous avons mis en œuvre également cette visio, comme c'était souligné tout à l'heure, pour qu'il puisse y avoir vraiment des cours. Et c'est ce que j'avais demandé donc à la DRAN, à la délégation régionale académique au numérique éducatif, de mettre en œuvre. Et donc le Cantal a été un petit peu précurseur pour avoir du matériel et justement permettre aux élèves de pouvoir suivre les cours. Et dès qu'ils ont pu même reprendre au mois de mai en 2020, nous avions des cours, par exemple, d'espagnol ou de français, où l'enseignant était dans la classe avec des élèves, et puis d'autres qui étaient chez eux, et on les voyait, ils pouvaient donc poursuivre les cours, et les élèves qui travaillaient également entre eux, c'est-à-dire que ceux qui étaient au collège ou au lycée, et avec ceux qui étaient donc à la maison. Donc évidemment, la difficulté qui a été rencontrée est surtout sur les problèmes de réseau et le non-équipement des familles et de certains enseignants, ainsi que le nombre de connexions qui ne permettaient pas toujours, comme ça a été dit, de suivre le cours, ou les conseils également en distanciel, parce que ce n'était pas obligatoirement donc des cours. Donc il y a eu effectivement des prêts de matériel, et donc ces prêts de matériel, et nous croisons les doigts pour ne pas revivre ce que nous avons vécu, mais si jamais ça se reproduisait, ça va se poursuivre, et même le ministère donc mettra en avant des moyens au niveau du matériel. Donc la plupart des enseignants ont utilisé le numérique, et cette période e-éducation forcée a permis de reconsidérer ce qu'est l'école et de permettre la continuité pédagogique par le numérique, aussi bien les fondamentaux, les arts, la culture et le sport, et donc beaucoup d'imagination. Le but pour nous dans le Cantal, c'était de ne rien arrêter, mais par contre faire autrement.
Je soulignerai l'importance de la relation professeur-élève. Cette période de crise sanitaire aura certes donné une remarquable impulsion au numérique, mais elle nous aura aussi mieux fait percevoir les limites naturelles de cet instrument et des ressources qui lui sont attachées. Ce sont en effet les usages du numérique qui permettent d'en apprécier les effets pédagogiques. Or, d'autres que le professeur est en mesure d'organiser les apprentissages et d'aider chacun de ses élèves à progresser au mieux. Donc, comme je vous le disais, on avait également créé des fiches et on a aidé les parents à suivre, puisque donc, comme on vous le disait, je suis la directrice académique, donc je gère aussi bien le premier que le second degré et l'enseignement supérieur, mais en BTS. Et le but, c'était que les familles également puissent suivre et aider leurs enfants dans la continuité en fait pédagogique, les aider, faciliter et surtout éviter les débordements d'outils qui sont non sécurisés. Donc il y a des plateformes d'apprentissage qui sont nées et on a utilisé tous les personnels, les référents du numérique, les conseillers pédagogiques pour mettre tout ceci en œuvre. Et comme ça a été dit par Madame Corinne Navarro, cette période, ça a mis évidemment la nécessité de renforcer la formation aussi bien des enseignants, pour qu'ils tirent le meilleur profit possible des outils numériques, et également voir comment on allait pouvoir aider tous les autres personnels, les élèves et également ceux qui accompagnent les élèves dans leurs apprentissages hors l'école. Donc les équipes numériques éducatives s'attachent aussi donc, à structurer l'offre de formation pour qu'elle soit aisément lisible, accessible. Ça nous a également fait comprendre l'importance de connaître en permanence l'état des lieux en matière d'équipement et de la capacité de mobilisation des ressources du numérique. Donc, je ressouligne là le rôle essentiel des chefs d'établissement et des directeurs d'école dans ce recensement, puisqu'effectivement, ça nous permet, et nous continuons toujours à voir effectivement dans quel établissement il va falloir faire et mettre un plus. La coordination des efforts de chacun de l'optimisation des opérations de collecte d'informations ou de construction de schémas d'établissement pour garantir la continuité pédagogique ont aussi été facilitées donc, par la cellule académique que monsieur donc, le recteur avait mis en œuvre. Ce qu'il faut savoir, et on a fait beaucoup de réunions, et la visio, nous l'avons mis très tôt en œuvre également avec les chefs d'établissement, puisque en moyenne, toutes les semaines, pendant la crise sanitaire, je faisais des réunions et nous faisions le point. Et les établissements et les enseignants donc, ont utilisé le distanciel numérique et ils l'ont toujours fait en préservant une équité éducative et pédagogique et en veillant à amoindrir, et ça on y tenait, les inquiétudes des élèves et de leurs familles, surtout au niveau des apprentissages. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça pouvait être utilisé simplement pour faire un suivi scolaire. Et puis donc, ça a été dit. On a observé donc un changement dans la pratique didactique de certains enseignants, mais nous avons également vu, et on le voit maintenant, qu'ils ont changé également l'aménagement pour certains de leur salle de classe. On n'enseigne plus du tout de la même façon et on n'est plus soit sous la forme cinéma, comme vous êtes, où on regarde le tableau et puis l'enseignant. Vraiment, la classe a vraiment changé. Et on l'a vu d'ailleurs au confinement que nous avons eu là dernièrement au mois de mars 2021. Les enseignants, et surtout dans le premier degré, les élèves sont partis déjà avec un cartable virtuel. Les enseignants ne voulaient pas perdre déjà tout ce qu'ils avaient acquis. Et si jamais ça arrivait de nouveau, tout était prêt. Donc, ce qui fait que les élèves sont partis avec le travail qu'il y avait. On sait qu'il y a, même dans les collèges, c'est le carnet, on va dire, le carnet de correspondance qui est devenu virtuel. Voilà, et ce qui fait qu'on est en lien permanent, comme ça, directement avec les enseignants. Je vais essayer de faire vite pour qu'on puisse donc avoir notre échange. Voilà, donc effectivement, donc ensuite, ce que je pourrais vous dire, puis peut-être pour plutôt faire une petite conclusion, voilà, dire que le numérique, donc en cette période de crise sanitaire, pour moi, il a modernisé et il modernise la culture pédagogique. Et il ne faut pas qu'on perde donc nos acquis qui sont mis en œuvre. Et il faut continuer donc à être dans l'anticipation. Et comme on l'a fait, et je pense que notre force, ce que nous avons maintenant et ce qu'il faut garder, c'est donc la mobilisation de tous. Continuer à travailler tous ensemble, comme je disais, avec les collectivités territoriales, conseil départemental, conseil régional, et puis tous nos élus. Voilà. Merci Marilyn. On applaudit Marilyn Lutic. Rejoignez-moi s'il vous plaît.
On l'entend bien dans votre propos, effectivement, cette nécessaire adaptation et cette volonté de garder que le meilleur de l'expérience pour peut-être en faire un nouveau modèle, un modèle un peu hybridé. C'est peut-être, Mireille Branger, l'objet effectivement de la stratégie territoire numérique éducatif qui a commencé à être déployée de manière expérimentale. Il est allumé, il n'y a pas de souci. De manière expérimentale dans les départements de l'Aisne et du Val d'Oise. Je crois qu'il y a 10 nouveaux départements qui vont être travaillés au titre de cette stratégie. Est-ce que l'idée, c'est de se dire, on a été en éducation forcée, on s'est adapté, on a vu des choses émerger, essayons d'en faire un nouveau modèle. Oui, alors bonjour à tous. Tout d'abord, merci de cette invitation et de cette occasion aussi de parler pas seulement des TNE, même si on va évidemment, c'est le sujet central, mais rappeler qu'en fait, on a tous dû affronter avec une très grande violence cette crise qui nous a mis quand même à la fois au tapis et, comme vous le disiez, qui nous a obligés à de la créativité, à de l'inventivité, de toutes les manières, hein, tous les acteurs, les enseignants, et je m'inclus là-dedans, parce qu'avant d'être coordinatrice de cette stratégie, j'ai été enseignante, donc je sais ce que ça veut dire d'avoir fait cours et d'avoir dû basculer le 16 mars en continuité pédagogique à distance dans le supérieur, mais ça a été la même chose, mais aussi de l'inventivité, de la réactivité pour les personnels de direction, pour les élus, pour les parents, pour les élèves. Mais au-delà de ça, effectivement, on ne peut pas, même si il y a toujours cette épée de Damoclès encore pour cette rentrée, pour cette année, de conséquences de la pandémie, on n'est pas simplement dans une réaction. On est dans une mutation profonde qui était déjà à l'œuvre de l'enseignement de manière générale avec le numérique. La révolution du numérique, elle n'a pas commencé hier, elle n'a pas commencé avant-hier, elle a commencé il y a déjà plus d'une décennie, très très largement. Donc, bien sûr, il y a des instruments de réponse immédiate de l'État qui ont été notamment l'appel grâce au plan de relance du socle numérique et élémentaire pour répondre aux besoins des écoles qui n'étaient pas à ce socle de base, qui n'avaient pas ces équipements. Et puis, il y a eu, parmi les grandes stratégies de sortie de crise, on va dire, et d'anticipation de, je ne sais pas si ce sera le monde de demain, c'est déjà le monde d'aujourd'hui, une série de stratégies qui sont lancées actuellement par l'État, et l'État a souhaité en lancer une sur l'enseignement et le numérique. Et j'insiste, parce que ça va faire écho à tout ce que vous allez dire aujourd'hui, cette stratégie, pour la première fois, donc elle va s'appuyer sur le plan d'investissement d'avenir. On est au 4e volet, il a été lancé en 2010. Donc ce qu'on appelle le PIA 4, vous me pardonnerez si ensuite j'emploie cet acronyme. Donc un investissement massif de manière interministérielle, mais en concertation, et on l'espère de plus en plus avec les collectivités. Ça va être important parce que ce sont des dossiers dont les compétences sont aussi portées par les collectivités. Mais pour la première fois, on a une stratégie sur l'enseignement et le numérique qui va couvrir de la maternelle au supérieur et au-delà, puisque l'idée est véritablement que la formation, c'est la formation tout au long de la vie. Un individu ne change pas, il évolue, mais il ne change pas de manière substantielle entre sa naissance et sa mort. Il n'y a pas un changement, on ne devient pas, on ne porte pas une casaque rouge ou bleue selon qu'on est à l'école primaire, au lycée, dans le supérieur, et puis qu'on devient salarié, et puis quand on sera salarié ou entrepreneur ou son propre patron, on va de toute façon tous être
contraint, et c'est en même temps une opportunité parce qu'on se réinvente, multiplier les activités, avoir des activités totalement diverses, et le numérique qui va nous aider. Alors pourquoi j'interviens? Et ce n'est pas un excursus, Sébastien, ne me regardez pas en vous disant, là, elle nous déballe autre chose. C'est que dans cette stratégie, concernant le périmètre scolaire, l'État a choisi de mettre en place des démonstrateurs. On teste dans 2 départements des formules. On le fait aussi dans le supérieur, dans une quinzaine d'universités très prochainement. De transformation, en fait, mais qui soient des transformations globales, systémiques, des organisations et des modes d'enseignement et des moyens qui sont donnés. Alors, vous l'avez dit, on a commencé par 2 départements, l'Aisne et le Val d'Oise, qui sont eux-mêmes, parce que je pense que vous voyez probablement l'Aisne, mais le Val d'Oise aussi, qui est un département qui a un fort contraste entre la proximité de Paris et je dois dire aussi des zones socialement favorisées, et puis des zones rurales avec des zones blanches et tous les problèmes n'oublions pas qu'on connaît. Amis franciliens, 80% des communes Bien de sûr. France sont des communes rurales. Bien sûr. Et vraiment, c'est une réalité que très souvent, on a tendance à occulter. Et puis, comme vous l'avez dit, donc ça a été lancé au moment du premier confinement, avec une mise en place cette année scolaire. Et puis, on va lancer, là, on a déjà commencé un travail avec 10 nouveaux départements. Là aussi, un choix a été fait. On peut évidemment toujours le discuter. Je sais que certains départements qui n'ont pas été retenus sont déçus, mais le processus, il va continuer d'intégration probablement de nouveaux territoires et de généralisation, on l'espère, peut-être pas tout le territoire, mais de plus en plus progressive de cette expérience. Et pour tout vous dire, donc, en tout, ça va être 200 millions d'euros entre les 2 pilotes et les 10 départements supplémentaires qui vont être comme ça mis sur la table, avec une politique qui repose sur, quand je parlais de système, vraiment 4 piliers. Les équipements, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà, mais qui est nécessaire, parce qu'il faut arrêter de dire qu'on peut faire du numérique sans équipement. Il faut que les écoles soient équipées. Le deuxième pilier, ce sont les ressources numériques pour les enseignants et les écoles, et des ressources qui soient identifiées. Parce que des ressources, il y en a énormément, et on s'est aperçu aussi que beaucoup d'enseignants, finalement, avaient utilisé en temps de crise le numérique pour envoyer des devoirs, ce qui était très bien. Mais on peut utiliser aussi le numérique de manière beaucoup plus, je dirais, dynamique et avec une forte plus-value d'apprentissage. Mais encore faut-il que les enseignants ne passent pas des centaines d'heures à repérer les ressources qui soient les plus à même de les accompagner. Et donc, un grand marché, ça c'est une première, nationale de ressources est lancé en ce moment. Canopé est l'opérateur porteur de cette opération, et elles vont être labellisées, donc elles vont favoriser aussi une forme de cadre de confiance pour les enseignants. Le troisième volet, c'est la formation. Parce qu'on a fait dans les 2 premiers TNE un premier bilan, et 80% des enseignants, alors 80% qui ont répondu au questionnaire, mais cela dit, je pense que c'est très significatif, se sont déclarés insatisfaits de la formation qu'ils avaient reçue au numérique jusque-là. Donc là, il y a un véritable effort à faire, parce qu'on peut avoir l'équipement, on peut avoir les ressources. S'il n'y a pas la formation pour accompagner les enseignants, eh bien, c'est peine perdue. Les ressources, elles resteront sur des étagères, et les enseignants seront toujours aussi malheureux. Moi, je ne vois pas tellement, j'ouvre une parenthèse, parce qu'il y a un 4e pilier qui est très important, je ne vois pas tout à fait le fait qu'il n'y a eu qu'une visio
On pourrait se dire il en aurait fallu plus, mais en même temps, comme enseignante, faire un cours à distance sous forme de visio, c'est un échec pédagogique. C'est un pis-aller. Ça veut dire que vous avez l'image de l'enseignant, C'est un c'est plan B. très important. Mais faire cours à distance, si on fait cours à distance, ça veut dire aller vers des formats qu'on appelle la classe inversée, c'est-à-dire avec une préparation des cours, une appropriation de ce qu'on va travailler par les élèves. Et ensuite, le format, ça n'est pas une sorte de pis-aller d'un cours derrière un bureau et derrière une estrade et une caméra. C'est vraiment quelque chose. Et ça, il faut dire les choses comme elles sont. Si vous n'avez pas testé ça, le jour où on vous demande de basculer en enseignement à distanciel, eh ben, un enseignant ne sait pas le faire spontanément. Donc, il faut véritablement travailler sur des formats hybrides. Quatrième volet, c'est pour moi le plus inédit de ce plan des TNE, c'est un accompagnement des parents. C'est un volet ce qu'on appelle e-parentalité, parentalité numérique. Il y a beaucoup de parents qui n'étaient pas en mesure d'accompagner les enfants dans cette période et qui le sont peut-être pas même au-delà du confinement, dans toute cette interface avec les ENT, parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le numérique, parce qu'ils n'ont pas cette familiarité. Et donc, il faut véritablement qu'on prenne en compte cela. Donc, on a là aussi délégué un opérateur qui est un groupement d'intérêt public, le GIP Trousse à Projet, qui travaille avec des collectivités, qui travaille avec des associations et évidemment avec la direction des établissements qui sont impliqués dans l'opération des TNE, et qui crée des ateliers qui forment des parents référents auxquels les autres parents vont pouvoir s'adresser pour avoir un petit peu aussi de l'aide dans cette appropriation des objets numériques. Ça, c'est extrêmement important et ça a une conséquence sociale, et je finis là véritablement, parce que derrière cette familiarisation, c'est pas seulement l'école qui est transformée, c'est la société qui est transformée. C'est des parents qui se sentent plus à l'aise pour accompagner les enfants dans leur relation aussi avec eux, qui ne se sentent pas dans une situation d'échec et qui vont pouvoir profiter de ces nouvelles compétences aussi dans probablement dans leurs activités professionnelles ou dans leur recherche d'emploi ou ainsi de suite. Merci Mireille Branger. On est sur quel pas de temps? Parce que je crois que le Cantal ne fait pas partie des 10 plus 2 à bénéficier de cette expérimentation. Donc quand est-ce que Marilyn Lutig va pouvoir s'appuyer sur vos travaux? Alors l'expérimentation, elle dure 3 ans. Comme l'amour chez Belbédé. Ah bah, on espère qu'au-delà de 3 ans, ça ne va pas se solder par une rupture. Donc 3 ans d'expé. 3 ans pour qu'on ait véritablement des retours d'expérience sur lesquels on peut avoir, avec une évaluation qui est en continu. Mais rien n'empêche ensuite des départements de se joindre à cette expérimentation. On a lancé sur 10 départements, c'est un peu plus de 10% de la population, puisqu'on a aussi de gros départements urbains. Mais l'idée, c'est vraiment que ça va être ouvert. Maintenant, il fallait... L'idée, c'est de savoir si effectivement des directeurs académiques vont être régulièrement associés à des points d'avancée pour bénéficier en temps réel. Je ne sais pas si c'est peut-être déjà en place, Marilyn Lutig, ce type de schéma. Alors, pour l'instant, on travaille avec les 10 départements. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'originalité de la démarche des TNE, donc vous l'avez compris, le SGPI et le PIA. Le SGPI, c'est le secrétariat général pour l'investissement auprès du Premier ministre, finance cette opération, la pilote avec le ministère de l'Éducation nationale. Et l'idée est véritablement que les 10 départements nous fassent, et c'est ce qui est le cas aujourd'hui, nous fassent remonter leurs propositions. Ils font ce qu'on appelle un diagnostic territorial sur quels établissements ils souhaitent travailler, quels sont leurs besoins. Et nous, je dirais, on leur laisse une totale autonomie sur ces questions-là. Donc pour l'instant, on en est pour les 10 départements de la phase
alors ce serait un bis, si vous voulez. À ce stade-là, ils vont nous rendre leurs diagnostics territoriaux. Certains ont commencé à le faire et tous en septembre. Il y a déjà une grande, comment dire, un grand travail en commun. Alors, moi, j'espère qu'au-delà de ce travail en commun, d'abord, on fasse savoir ce qui se passe dans les TNE. C'est extrêmement important. On n'est pas dans une chambre noire et une expérience de laboratoire. Et que donc, ça puisse circuler. Et puis qu'on puisse donner envie à d'autres départements de s'associer à cette expérience. Merci, Parce que, merci Mireille si Branger. je Le mot peux de la fin, simplement, Maryline. voilà, oui, simplement pour dire, voilà, le Cantal, hein, comme je le disais tout à l'heure, déjà, on était, enfin, peut-être pas en avance, mais il y a beaucoup de choses qui se faisaient. Et pour revenir sur ce que vous disiez, donc un enseignant, s'il arrive à faire cours en distanciel, en présentiel, mais ce n'était pas tous les enseignants, ce sont des enseignants qui se sont préparés. Et j'ai assisté à des cours, les élèves chez eux et élèves dans la classe, et ça fonctionne. Et les élèves travaillaient même dans la classe avec ceux qui étaient chez eux. Ils faisaient les exercices, ils conversaient, et après, ils pouvaient donc exposer leurs résultats. Et tout ça, c'est venu par, comme je disais tout au début, l'école éloignée en réseau, puisque les élèves travaillent déjà dans 5 écoles, un collège, il y a un travail commun qui a été préparé et ils travaillent ensemble. Voilà, parce que c'est le Cantal. Nous avons des classes uniques. Je peux avoir 1 ou 2 élèves simplement dans un niveau de classe et la même chose dans d'autres. Et donc, ils peuvent travailler ensemble et sur des thématiques communes. Voilà. Ça fonctionne. Nous sommes déjà un territoire numérique éducatif. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci à toutes les deux. On vous applaudit. Alors Mireille Branger en a parlé, effectivement, les ressources, les contenus pédagogiques, il y en a des caisses, il y en a des tonnes sur Internet, il y en a des brouettes entières. Alors, bon, les enseignants en fabriquent, les enseignants en créent, ils en trouvent. Et puis, on a aujourd'hui des acteurs privés et publics qui en produisent en coordination avec les professionnels de l'éducation. C'est de ça qu'on va parler tout de suite, les contenus et les méthodes dans le sanctuaire pédagogique avec Fabien Ferrazza, Hervé Boredon, Olivier Micot, Florence Masse, Thierry de Vulpillère, François Morel et Michel Pérez qui sera à distance. Je vous demande de me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Vous êtes 6, il y a 6 places. Allez-y, installez-vous. Non, ici. Moi, je vais me mettre debout, ça me fera faire un peu de sport. Installez-vous confortablement. Oui, on fait des tables rondes d'abord 100% féminines, puis 100% masculines. Hein. C'est un souci de parité dont on ne veut pas se faire déborder non plus. Hein. Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, les contenus, les ressources, les stratégiques, puis de la méthode, hein, audace et méthode, comme dirait Yves Cratinger, il nous l'a dit hier. On va tout de suite commencer avec Fabien Ferrazza, donc directeur secteur public d'Ocapost. Mais vous allez nous dire, vous, ce que vous avez en magasin pour les enseignants, ce que vous faites, ce en quoi vous croyez par rapport à cette nouvelle ère de l'éducation tac-tac numérique qui est en train de s'ouvrir et qui est déjà bien ouverte. Merci Sébastien. De manière assez simple, je dis très souvent, depuis que DocaPost a intégré une société qui s'appelle Index Éducation, qui est à l'origine des premières applications de dématérialisation des emplois du temps et d'une application que peut-être certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Pronote. Depuis maintenant 30 ans, nous avons expérimenté en grandeur nature ce qu'on peut appeler le numérique éducatif. Il ne faut pas oublier, 30 ans. Donc le numérique dans l'école a démarré très souvent, on va dire presque en avance par rapport à d'autres secteurs administratifs. Et surtout grâce à l'idée qu'il s'agit d'abord de penser le numérique à partir de l'établissement, c'est-à-dire fédérer les communautés éducatives, et derrière de pouvoir penser les services. Et ce qui fait que notre positionnement il est assez clair. Nous sommes un système d'information à destination de cette communauté éducative. On a près de 16 millions d'utilisateurs qui génèrent près de 3 milliards de connexions par an. Et cette plateforme, au final, elle a vocation à être celle qui permettra de pouvoir, elle le fait déjà,
de se connecter à des applicatifs, à des contenus qui pourront enrichir et améliorer la relation entre cette communauté éducative et plus principalement entre les enseignants et les élèves. Donc ça, c'est le premier point, puisque notre histoire a commencé par le secondaire. Aujourd'hui, nous démarrons sur le primaire, dans le cadre de l'appel à projet qui a été initié par le ministère de l'Éducation nationale, qui montre un diagnostic où si dans le secondaire, beaucoup de choses ont été faites, il y a une forte demande pour doter les écoles primaires de systèmes d'information qui permettent de gérer la vie de l'établissement en lien avec les services des collectivités. Voilà, en tant qu'ancien DG de collectivité, pour moi, c'est très important d'avoir un écosystème global à partir duquel, justement, les contenus et les usages vont pouvoir être développés. Et ce système d'information, pour une entité comme DocaPost, qui est filiale numérique de la Poste, c'est aussi de les mettre à disposition sur ce qu'on a appelé des classes mobiles, qui sont aujourd'hui distribuées pour 1 demi-million d'utilisateurs. Ah, quand même. Voilà. Et ce qui fait qu'en fait, vous voyez, on se demande très souvent la Poste, pourquoi la Poste se positionne sur ces sujets-là. Comme vous le savez, la Poste est un transporteur, un logisticien de flux d'informations, qui était physique depuis Louis XI. Et en fait, quand on regarde... Non, mais je préfère le dire parce que très souvent, on oublie l'origine. Et l'idée que maintenant, dans ce siècle, en fin de compte, l'accélération du numérique fait que la Poste, en tant que tiers de confiance, doit se positionner pour être un intermédiaire dans l'échange des flux qui sont mis en œuvre. Et bien entendu, l'éducation est un des segments, des secteurs d'activité qui génèrent énormément de flux et qui a besoin d'un tiers de confiance pour pouvoir créer cet écosystème. Et on ne prétend pas tout faire, il faut savoir être là où nous sommes. Et notre sujet, c'est de pouvoir aussi être une plateforme qui intègre d'autres services, d'autres contenus qui vont pouvoir être déployés sur l'ensemble des établissements, Et c'est pour ça qu'en fait, on est vraiment sur cette idée d'avoir commencé par le secondaire, d'avoir tiré l'expérience parce que on croit beaucoup à la co-construction depuis 30 ans des services attendus. Et c'est pour ça qu'avec notre primaire, on va avoir un système d'information à la fois secondaire et primaire complet. Aujourd'hui, vous voyez, on a lancé le produit au mois de janvier. On a déjà 186 écoles qui s'en sont dotées. On ressent une accélération importante et elle sera d'autant plus importante parce que derrière, on va y greffer le service aux familles. Parce que très souvent, on a deux domaines de connexion, c'est les services de l'établissement et les services proposés par les collectivités. Et c'est pour ça que justement, on est en Auvergne-Rhône-Alpes. On est l'opérateur d'un pass famille pour le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et bien entendu, on va créer cet écosystème avec l'ensemble des opérateurs numériques présents. Donc on est un intermédiaire de confiance à même de se connecter, de déployer les services et contenus pédagogiques tels que les personnes ici présentes vont pouvoir le présenter. Donc une sorte de, pas de garde triage, mais en tout cas une espèce d'un écosystème, vous l'avez dit, finalement, où on peut trouver des contenus, des ressources, des méthodes qui sont validées, qui sont organisées pour éviter de finalement être dans la jungle des ressources. C'est exactement ça, en fait. Pour moi, c'est la V2 de ce qu'on a appelé les environnements numériques de travail, où on parle d'environnement numérique de travail, mais le mot, en fin de compte... C'est un environnement numérique de travail étendu. On parle plutôt maintenant d'espace numérique éducatif. Ça peut être des mots, parce que c'est vrai que l'ENT a été un élément important dans le cadre de cette période qu'on a vécue, mais au-delà de ça, on ressent que si les outils doivent être mis à disposition, comme les ressources, il y a cette notion de service. Enfin, je suis vraiment attaché à ça, parce que quand on génère 3,4 milliards de connexions, au-delà des contenus et de ce qui se passe, c'est toute une vie en fait de l'établissement avec les familles qui se fait. Ouais. Et on voit l'interactivité très forte, l'attente très forte que l'on a vis-à-vis de ça. Vous voyez, on est en période de pré-rentrée. On reçoit beaucoup sur notre service après-vente, mais quand est-ce que ça va être ouvert? Et donc les parents, les enseignants, moi j'ai des amis qui sont dans le monde de l'éducation nationale, ils me disent mais je comprends pas, je peux pas me connecter. Mais en fait, le timing de départ, c'est l'établissement qui va le donner. Qui va le donner. Voilà. Merci beaucoup Fabien Ferrazza. À côté de vous, Hervé Boredon, qui est donc le vice-président éducation de la FINEF. La FINEF, c'est quoi? C'est la EdTech française, c'est un ensemble d'entreprises
Voilà, alors c'est pas la EdTech à elle toute seule, c'est la plus ancienne association donc et fédération de l'ensemble des industriels de EdTech, hein, donc on appelle maintenant donc du numérique, de l'éducation et de la formation. Donc nous avons été créés en 2012, donc ça fait à l'ère du numérique, ça fait longtemps maintenant. Très bien. Voilà, et donc nous avons donc une centaine de membres et une représentativité large, hein, à travers à la fois les activités de nos membres, hein, qui sont à la fois des fournisseurs de contenu, des fournisseurs de solutions de type plateforme, des fournisseurs de matériel pédagogique numérique, et à la fois aussi une hétérogénéité dans les tailles de structure, puisqu'on va de la toute petite start-up à la très grande start-up que peut être Docapos, par exemple. Alors, vous êtes groupé. Alors, à l'époque, à l'époque aujourd'hui du oui. Made in France, est-ce qu'on peut trouver le socle numérique de base chez vous? Alors, bien évidemment, on a l'intégralité, et ça fera l'objet d'ailleurs de masterclass qu'on animera cet après-midi, hein, à travers l'ensemble de nos membres. On est en mesure de proposer l'intégralité des besoins au détail près du matériel qui, d'une manière ou d'une autre, même s'il peut être intégré en France, puisque certains intégrateurs français a été fabriqué à l'étranger, mais sous tout l'aspect intellectuel et conception logicielle notamment, on a tout ce qu'il faut en France et à travers avec nos membres pour pouvoir répondre aux défis du numérique éducatif. Et est-ce que jusqu'à présent, vous vous sentez suffisamment sollicité, ou est-ce que vous avez atteint vous-même un degré d'organisation qui vous permet de répondre collectivement à des cahiers des charges ou à des appels à projets ou appels d'offres? Alors nous, depuis le début, hein, notre discours est relativement clair. On pense que pour que le numérique éducatif se développe, c'est vraiment un triptyque entre l'éducation nationale, les collectivités et les industriels, puisqu'il y a des parts de responsabilité un peu partagées, une co-responsabilité. Donc nous, on s'est toujours organisé pour pouvoir effectivement à la fois être un référent auprès de ces institutions et de pouvoir après nous se mettre en ordre de bataille. Donc on est sollicité, on a été très sollicité pendant les périodes de confinement, on s'est beaucoup mobilisé, on a mis à disposition des ressources pédagogiques, on a renforcé des services, et on a vu l'explosion des usages pendant cette période-là. Après, en termes d'organisation globale de l'écosystème dans sa globalité, nous sommes prêts à intégrer. Il y a encore de la fluidification, on va dire, à mettre en place pour avoir une efficience opérationnelle de manière plus efficace. Parce que j'ai une question, elle est peut-être un peu idiote, mais c'est celle que je préfère. C'est qui paye? Qui vous achète des prestations? Vous disiez c'est l'école qui est cliente, Fabien. Est-ce que c'est les collectivités qui achètent les contenus et ressources? Est-ce que ce sont les établissements? Comment ça marche? Parce que pour les équipements, on sait qu'en général, c'est les collectivités. C'est les collectivités, c'est toute la complexité justement de ces co-responsabilités, parce que certains aspects, que ce soit le matériel, ce sont les collectivités. Dès qu'on parle de plateforme, c'est souvent les collectivités, et la loi de 2012 a un peu clarifié les choses à ce niveau-là. Par contre, tout ce qui est contenu pédagogique, c'est normalement, et je dis bien normalement, du ressort de l'éducation nationale. En pratique, ça peut être, et l'éducation nationale à différents niveaux, hein, que ça peut être directement au niveau du ministère, comme ça peut être à l'échelle d'une académie, d'un TSDN, pardon, d'un établissement, mais ça peut être aussi des collectivités qui décident aussi de mettre à disposition tout ça. Donc là-dessus, il y a effectivement une co-responsabilité, même si dans les textes, c'est l'éducation nationale. En pratique, c'est là où tout le monde essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, et c'est là où il y a peut-être une organisation un peu plus fluide. Oui, parce qu'effectivement, voilà, c'est pas limpide, mais c'est pas de votre faute. C'est parce que dans les faits, ça ne l'est pas. Voilà, vous, Fabien, quand vous allez sur le primaire là maintenant, finalement, vos clients, ça va être les communes, parce qu'elles sont en gestion des écoles primaires, ou bien ça va être les écoles elles-mêmes, avec l'argent de l'éducation nationale? Ce sont les communes qui sont compétentes. Ouais, donc c'est elles qui, sur le volet plateforme, comme on le disait. Sur le volet plateforme. Après, oui, je pense qu'il y a toujours des marges de progrès à combler. Si je prends le secondaire, on va dire que quand on prend les établissements avec nos applications, ce sont les établissements qui nous payent, mais avec une dotation générale
qui est faite par la collectivité territoriale départementale Oui. ou régionale. Au final, excusez-moi du terme, c'est un peu la poche gauche, la poche droite. Enfin, le sujet, c'est que... Enfin, c'est quand même toujours la poche des collectivités. Oui, ben, c'est l'argent public. Pardon, hein. En tant qu'ancien fonctionnaire, c'est l'argent public d'une manière générale. Donc, l'idée est assez simple, c'est que c'est une prise de positionnement qui dit que si l'établissement est au centre, c'est l'établissement qui achète. Si derrière, il faut apporter des contenus, des outils qui ont une vocation à être mutualisés au niveau départemental, régional, on voit que ce sont d'autres échelles qui peuvent contribuer à ce financement-là. Je crois que c'est vraiment cette animation d'écosystème et je pense que cette période qui va s'ouvrir va être une période véritablement de partenariat, d'échange pour que justement on agisse beaucoup plus vite et que les choix soient assumés pour que, au final, les services fonctionnent. Merci. Un dernier mot, Hervé. Puis Oui, après, mais juste pour compléter, notamment la spécificité du contenu et des ressources pédagogiques, c'est qu'il ne faut pas oublier la liberté pédagogique aussi des enseignants, qui amène une complexité, enfin qui est très respectable et très intéressante comme notion, c'est pas le débat, mais qui amène une complexité opérationnelle complémentaire, parce qu'autant quand c'est une plateforme, la plateforme c'est un outil, donc elle est commune à l'établissement. À l'intérieur d'un établissement, finalement, on peut avoir des enseignants qui vont préférer telle ressource, d'autres enseignants qui vont préférer d'autres ressources, et c'est ce mécanisme de choix et donc du coup de financement derrière. Effectivement, c'est toujours, au final, c'est toujours de l'argent public, mais de fluidification de cette chaîne pour amener à la fois le choix et on va dire le budget qui va en face. Où aujourd'hui, il y a encore des choses à progresser, et c'est là pendant les confinements où on a vu des dérives des enseignants, mais pas de leur fait. Ils sont allés naturellement vers des outils dits gratuits, tout simplement pour des questions d'efficacité, avec tous les dérives que ça a en termes de RGPD, en termes de données, en termes de machin, etc. Et c'est là où il y a, à notre sens, quelque chose à mettre en place pour à la fois respecter cette liberté pédagogique et pouvoir effectivement acquérir des ressources qui sont de qualité, qui ont été faites par nos membres, notamment. Merci Hervé Boredon. Olivier Micot, donc directeur général d'Isitis, vous êtes membre du bureau, votre président est membre du bureau de la FINEF. Donc Isitis, c'est quoi l'approche pédagogique? Et puis vous êtes à l'UGAP, vous vous vendez à travers l'UGAP aussi ou, Alors, tout à fait. Donc pour présenter un petit peu Isitis, pour voir les canaux, parce que c'est important pour la grille de lecture des collectivités. Pour présenter Isitis, simplement, on est distributeur de ressources matérielles, cette fois-ci, dans le domaine des STIAM. Alors les STIAM, qu'est-ce que c'est? C'est les sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. C'est toutes les compétences en fait qui sont liées à ces matières. Nous, ce qu'on cherche surtout chez Isitis, c'est de développer des compétences pour les enfants, compétences en communication, en collaboration, en esprit critique, en création. Et ça part de différentes solutions. On a aujourd'hui, bien entendu, quand on a créé la structure en 2014, on s'est lancé sur l'élémentaire, puisqu'on avait fait une étude et on a remarqué que l'équipement en élémentaire, par rapport au secondaire, était, entre guillemets, plus pauvre. Il y avait des TNI, il y avait ce genre de solutions, mais c'était très peu en termes d'outils pédagogiques. Donc on a développé toute une gamme depuis 2014. Ça a commencé par de la robotique pédagogique, notamment des petites abeilles qui s'appellent Bibot Bluebot, qui aujourd'hui c'est, je crois, 60 000 en France, sur la maternelle et sur le cycle 2. Et puis naturellement, on a développé la gamme de solutions en complétant avec également l'évolution des programmes scolaires. On a vu que maintenant, au collège par exemple, on a le Scratch qui est demandé, qui est un logiciel en fait de programmation. Donc effectivement, les robots ont dû évoluer et puis s'adapter aussi à cette demande de programmation. Et puis naturellement, il y a eu toute une gamme de solutions qui se sont créées au fur et à mesure du temps. Dernièrement, bien entendu, avec la crise que l'on a traversée, on a dû travailler sur l'hybridation. Sur l'hybridation, ça va être quoi? Ça va être forcément des systèmes de captation audio et vidéo. Ça va être des micros répartis dans la classe. Tout ça en parallèle avec des applications de visioconférence que nous ne faisons pas, dont les enseignants sont déjà équipés ou s'équipent pour utiliser notre matériel par la suite. Dernièrement, pour répondre à des demandes, notamment de tout ce que l'on voyait sur les réseaux sociaux de compréhension par les enfants, on a développé toute une gamme de ce qu'on appelle Web TV, Web Radio, qui rentre dans un créneau éducation aux médias et à l'information.
C'était vraiment une demande que l'on avait sur le terrain de la part du secondaire dans un premier temps, et puis petit à petit sur les mairies qui souhaitaient s'équiper. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un système de captation. Donc nous, par exemple, pour la Web TV, c'est un iPad qui est dans un case particulier avec les différents micros, les outils de captation, les outils d'éclairage, un fond vert pour faire le montage, et que les enfants puissent travailler la narration, la posture. Au lycée, ils vont travailler le grand oral, ils vont travailler des notions qu'aujourd'hui, ils ne faisaient pas forcément en classe. Pour des matériels qui sont abordables, à des coûts abordables, qui sont mobiles, on peut très facilement les passer de salle en salle ou de bâtiment en bâtiment. Pour les collectivités, pour les mairies, c'est bien puisqu'on va pouvoir passer d'école en école ou alors créer un Fab Lab ou un tiers-lieu pour justement exposer toutes ces solutions. Et puis, je rebondis sur les tiers-lieux. Récemment, on a développé une solution, ce qui s'appelle le Mobilifab. On a beaucoup de demandes sur les Fab Labs. Ok, un Fab Lab, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on met dedans? On m'a dit ça, on m'a dit ci. Comment ça s'organise? Comment ça se passe? Et tout simplement, nous, on a dit, on va proposer une solution tout en une. Donc, c'est un fly case qui s'ouvre. Le dessus et la face servent de table. Et comme ça, on a une solution vraiment tout en une, avec le matériel prééquipé. Découpeuse laser, imprimante 3D, les consommables qui vont bien, découpeuse vinyle, pour que, avec la formation, bien entendu, en parallèle qui est proposée, la maintenance également, pour que quand ça arrive, en fait, quand une demande arrive auprès des collectivités, qu'elles puissent tout de suite avoir une réponse sans avoir à passer des mois et des mois, voire des années à trouver les produits qui correspondent. Voilà, on a une solution clé en main, validée par les professionnels de l'éducation du terrain et qui peuvent les appuyer. Merci Olivier. Alors tous nos intervenants, vous les retrouverez dans le Smart Village pendant la pause dans une quarantaine de minutes, et vous verrez sur leur stand effectivement les solutions qui sont proposées. Florent Mas, Mobidis. Mobidis, c'est le 10 à la fin qui est important, puis on va le mettre au début. Dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc. et dysorthographie. Enfin, il y en a, je ne sais pas combien il y en a d'ailleurs des 10 identifiés. En fait, il y a à peu près entre 6 et 10% de la population qui serait 10. Voilà, ça fait 2 élèves par classe. Ouais, quand même. Ouais, ça fait du bon. Donc pour eux, on fait quoi? Parce que concrètement, la plupart sont en échec scolaire. Oui, alors il y a pour eux et il y a au-delà d'eux, en fait. Oui. Voilà, je vous raconte un peu. Mobidis, donc c'est spécialiste de l'enrichissement cognitif. Ça veut dire que en fait, on part d'un texte pour normolecteur et on va l'augmenter, l'enrichir pour le rendre accessible au sens accessibilité, inclusion, pour les publics qui sont en difficulté avec la lecture. Donc c'est parti des 10 au départ, effectivement. C'est l'association, il y a 6 ans, d'une orthophoniste, d'un graphiste et de quelqu'un qui vient de l'informatique et de l'intelligence artificielle, qui se sont penchés sur les bonnes pratiques en cabinet d'orthophonie et qui ont numérisé en fait des aides à la lecture, des outils d'aide à la lecture pour arriver à un format numérique enrichi, l'EPUB 3, en fait, qui embarque de l'audio, donc en compensation, plus des outils d'aération du texte, d'écartement des caractères, coloration des syllabes, et puis au fur et à mesure on ajoute des couches et on arrive à un dictionnaire intégré pour les mots les plus compliqués, pour les implicites. Lui dit-il, il c'est qui? On clique dessus, ah c'est Olivier la page précédente parce qu'on a perdu le fil, etc., etc. Donc on va arriver à... Alors au début, il y a quelques années, déjà 5-6 ans, les éditeurs nous ont demandé pour leur collection 10, donc les J'aime lire 10 chez Bayard, les Discool chez Nathan, les Colibri chez Belin, on est derrière et on les aide à sortir des versions papier ou numériques de ces livres qui sont dans le commerce pas par eux. Et il y a 3 ans, on a fait l'inverse, on a commencé à se dire, sur les collèges, on va créer une plateforme avec tout ce qui est à lire par les élèves, parce qu'ils doivent lire, ils ont des devoirs, ils ont des exercices, ils auront des examens, des interros, etc. Ça passe par les littératures et c'est aussi par les manuels scolaires. Donc on a fait le tour des éditeurs scolaires et on a acquis les droits pour pouvoir apporter l'audio de toutes les matières générales déjà. Donc les profs de maths et de physique lisent les manuels maths, physique, etc. Les locuteurs natifs allemands, anglais, espagnol pour les langues étrangères. Donc on est au-delà des 10, on apporte l'audio avec le bon accent sur les exercices et les leçons, etc. Et puis la littérature, on est parti d'une page blanche, on a commencé avec les classiques. Et puis au fur et à mesure des demandes des enseignants, des documentalistes, on est allé voir les éditeurs et acquis des droits pour les contemporains. Et donc on est parti de zéro et on est aujourd'hui 400 titres qui correspondent ce qui était lecture au collège. Voilà. Donc beau succès, on a lancé ça il y a 3 ans en pilote, puis il y a 2 ans, paf, année Covid et confinement. Donc là il y a eu on a fait un Covid solidaire, un Sondo solidaire, où il y a eu 20 000 comptes qui ont été créés avec plein de demandes d'enseignants, de parents, qui cherchaient des textes, qui cherchaient des livres, etc. Donc beau succès. Ensuite, ça fait 2 ans là que ça tourne normalement.
dire, avec tous les soucis qu'on connaît de confinement. Et du coup, il y a 30 000 collégiens qui sont connectés, il y a plus d'une centaine de collèges aujourd'hui, ça tourne enfin, en juin, puis ça redémarre là. Et donc là, dans quelques jours à la rentrée, on lance, donc ça s'appelle Sondo, la plateforme Sondo, avec Sondo. tous les livres du collège, etc. C'est un abonnement par collège qui s'abonne pour l'ensemble de ses élèves. Et puis, D'accord. et on lance la Sondido, donc le petit Sondo pour les écoles élémentaires à la rentrée, avec 160 titres qui sont déjà prêts, avec des albums illustrés, des textes pour les petits, du CP au CM2. Et on lance aussi la version lycée, avec Sondo Bac. Donc notamment les lycées pro, avec le thème du jeu, etc. On est en train de prendre les droits sur tout ce qui est... voilà. Donc, en fait, on commercialise ça. En fait, il y a deux façons qui payent, qui achètent, etc. Votre question de tout à l'heure. Oui, c'est un peu mon obsession, on est en Bah Auvergne. oui, je sais bien. Du coup, c'est soit en direct, on entend parler de nous, et une école, un collège, un lycée nous appelle, et puis s'inscrit pour un abonnement à l'année. Soit c'est une stratégie territoriale, et du coup, on travaille sur les sites éducatifs, par exemple, qui vont essayer d'équiper leurs écoles, leurs collèges, leurs lycées. Là, il y a Sarcelles qui s'abonne, par exemple, à la rentrée, sur 2600 élèves d'élémentaire qui démarrent avec Sondido, voilà, par exemple. Il y a le conseil régional d'Île-de-France qui nous lance une expérimentation. Ils sont en train de créer un gros catalogue pour 2022. Et donc, ils font des tests actuellement. Avec nous, il y a 31 lycées de pro d'Île-de-France qui vont démarrer avec le Sondo Bac pour tester pendant 1 an en réel, et avec des mesures, etc. Voilà. Donc nous, on a mené une mesure d'impact l'an dernier par rapport à 1 an de Sondo. Qu'est-ce que ça fait sans et avec, par exemple? Donc il y a 3 grandes conclusions. C'est auprès des élèves, ben, super, c'est une baisse de la charge cognitive, forcément. Ouais. C'est plus facile, c'est plus agréable. Et puis un bouquin numérique, quand on commence à rentrer dedans, qu'il y a de l'audio, qu'on peut écarter, l'aérer, c'est quand même moins que le pavé qui arrive. Il faut lire ça pour la semaine prochaine. Les parents baissent du stress, les devoirs, la révision, etc. Donc il y a un côté... voilà. Et puis pour les enseignants, retour à l'œuvre intégrale, parce qu'on n'est pas sur des extraits seulement, on peut montrer en profondeur un livre complet, après on n'étudie pas forcément complet, et puis aussi le fait de moins avoir à préparer pour certains publics des documents à part, faire des photocopies, faire des machins. Oui. Nos livres intègrent tous une boîte à outils avec toutes les aides à la lecture qui sont dedans. Voilà. C'est des boutons qu'on clique et c'est le lecteur en autonomie qui va lui-même mettre à son confort visuel à lui et cognitif. Je veux des caractères plus gros, je veux de l'audio ou pas, je mets de la coloration des syllabes, je fais un masque de lecture, etc. Voilà, c'est en autonomie. On est en ligne, hors ligne, donc il y a une application à charger, ou bien on est compatible avec le GAR, les ENT, etc., référencé UGAP, membre de la FINEF, enfin voilà. Etc. La totale, quoi. On essaie de cocher toutes les cases au fur et à mesure des demandes et des... Voilà. Merci Florent Mas. On est heureux de vous accueillir. On a fait connaissance récemment, mais c'est vrai que sur cette question des 10, voilà, souvent les enseignants sont désemparés. Alors reste la question de la détection. C'est un autre sujet, mais est-ce que c'est un sujet sur lequel vous pouvez accompagner les enseignants ou pas aujourd'hui? Pas sur la détection, mais en fait, un gamin qui est en difficulté de lecture, il est peut-être 10, peut-être pas. Il y a peut-être une histoire, un passé socio-culturel, etc. Ouais. Il y a peut-être voilà. Mais s'il est 10, de toute façon, on dit que là où un normolecteur trébuche, le 10 tombe. Donc c'est les mêmes pièges. Un apprenant en école élémentaire, il a les mêmes difficultés finalement qu'un 10 qui est plus âgé après, mais au départ, il va accrocher sur quelques passages. Et on est là pour l'aider, pour décharger cognitivement. Après, voilà, on continue avec le côté 10 ou pas, mais voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Merci Merci Florent. Thierry de Vulpillère, vous avez fondé Evidence B. Evidence, en anglais, ça veut dire la preuve. La preuve de quoi? Et c'est quoi la philosophie d'intervention d'Evidence B? Donc, c'est pas parce que Evidence A a été pris que l'on prit Evidence B. Oui, pourquoi B d'ailleurs? Oui. Donc, ça se réfère à un courant qui s'appelle l'Evidence-Based Education, l'éducation fondée sur les preuves. Et effectivement, donc nous on fait des logiciels d'exercice, des banques d'exercices adaptatives sur les matières fondamentales, des maths aux langues, aux sciences, de la maternelle à la terminale. Et simplement, la source de ces bases d'exercice, c'est vraiment essentiellement des labos et des travaux de recherche sur lesquels on se fonde. D'une part, des recherches en sciences cognitives, comment le cerveau des enfants apprend les fractions, le verbe, le sens de la syntaxe. Et c'est des sciences qui sont relativement récentes. L'éducation, ça se passe dans le cerveau, ça reste une boîte noire. Ça n'explique pas du tout tout. L'humain est extrêmement complexe, mais on commence à savoir des choses assez précises sur comment ça fonctionne, comment ça dysfonctionne.
Souvent, c'est des pratiques qui sont déjà établies depuis des milliers d'années dans les écoles, mais quelquefois, ça n'est pas le cas. Par exemple, on a un module qui s'appelle Adaptive Fraction, qui est en ce moment en pilote à Singapour. Singapour, ils ne sont pas réputés nuls en mathématiques, hein, ils sont en tête de Non, toutes les ils sont enquêtes plutôt en internationales. tête d'un paquet de classements, Voilà. oui, Et effectivement. donc, ils trouvent que ce logiciel est complètement impressionnant pour les aider à progresser sur les mathématiques. Donc ça, c'est une première recherche. Et la deuxième, on travaille avec des labos d'intelligence artificielle. Le numérique laisse des traces. Et de toutes ces traces, on peut faire toutes sortes de choses, mais on peut aussi détecter quel est le meilleur parcours pour tel élève, pour l'aider à mieux réussir. Et j'ai envie de, quand même, en bouclant par rapport aux tables précédentes, évoquer 3 points, 3 chocs quand même, qui sont la situation dans laquelle on se trouve, relatif au numérique éducatif, etc. Ce Covid n'est pas tout à fait anecdotique, hein. Et donc, il faut savoir que ça fait 2 ans que tous les systèmes éducatifs se sont arrêtés dans le monde. C'est une prise de conscience qui est planétaire et qui remet en question tout ce rapport à l'éducation et à l'éducation au numérique. Je cite Singapour parce que, et comme l'a évoqué Madame l'éthique du Conseil général, on se De projette... la direction des services de l'éducation nationale. Voilà, du Conseil général. Non. Éducation nationale. Éducation nationale. Marie-Létique, elle est DSDEN. Pardon. Sur cette continuité pédagogique, c'est une situation sur laquelle se projettent les systèmes éducatifs. Certains font le gros dos et se disent bon, ça va passer et on va recommencer comme avant. En fait, dans la plupart des cas, c'est pas ce qui se passe, notamment dans les pays du sud-est asiatique. Donc Singapour a dédoublé tout son système éducatif pour pouvoir fonctionner en cas de confinement. Ils sont toujours confinés. Il y a toujours du home-based schooling à Singapour. D'accord. Les pays du Golfe, c'est pareil. Les pays scandinaves, c'est pareil. Donc, ce besoin d'avoir un fonctionnement du numérique en situation de décrochage ou en tout cas d'impossibilité de se regrouper, c'est une vraie révolution. Et cette révolution, c'est qu'on est passé d'un numérique qui était une dématérialisation de l'équipement avec des ressources numériques, et on avait des plans qui étaient banques de ressources numériques, et ce qui a été raconté ce matin, eh bien, c'est que dans une situation de confinement, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le fait de la première semaine du confinement, tout le monde est passé sur Zoom, sur Discord, sur du Teams. On ne peut pas, comme il a été dit, faire transposer simplement en numérique avec de la visio, ce qui se faisait auparavant. Ensuite, la semaine d'après, on est arrivé sur ce qui a été décrit au collège, des envois de PDF par mail, il fallait imprimer, il n'y avait pas d'imprimante, etc. Les parents devaient s'occuper de ça, etc. Ça ne fonctionne pas non plus. Enfin, c'est pas ça. Et donc, cette première révolution que font ces systèmes éducatifs, c'est ce qu'on appelle l'adaptive learning, c'est le fait que le numérique permet à l'élève de travailler de façon relativement autonome, sans déranger son parent ou un prof qui n'est pas disponible, pour qu'il y ait une forme de travail en autonomie, suivi par un enseignant à distance sur des tableaux de bord. C'est ça qu'on appelle l'adaptive learning. Donc ça, c'est une révolution qui arrive de façon assez massive dans les systèmes éducatifs. La deuxième révolution, ou en tout cas le deuxième point que je souhaitais souligner, c'est que, en fait, d'une certaine manière, le numérique ne m'intéresse pas. Le numérique n'est pas le sujet. Il y a eu un débat tout à l'heure sur les écrans, sur le support. Il faut savoir que ce débat sur le support, c'est un débat éternel. Le début, moi je suis philosophe de formation, le début des querelles sur le support, c'est Platon et Socrate. Socrate était révolté contre Platon, qui voulait faire des livres, alors que Socrate pensait que la transmission chez les Grecs, c'était par oral. L'Iliade et l'Odyssée, c'est la mémorisation dans la forme d'écriture de l'Iliade et l'Odyssée. On devait mémoriser le savoir. Et l'écrire, c'était le coucher, c'était l'oublier, ce que redit ensuite Michel Serres dans La Petite Poussette. Donc l'écrit, c'était pas bien. Ensuite, on a eu la même chose sur le livre. Il faut savoir que Cervantes, Don Quichotte, c'est un gars qui lit des romans de chevalerie, qui devient complètement timbré. Madame Bovary, c'est quelqu'un qui lit des romans sur son petit manteau, qui devient complètement timbré. Donc la critique sur le livre, elle arrive régulièrement. Aujourd'hui, le livre et l'écriture, c'est super noble. L'écran, c'est pas bien. Donc, pour moi, le support, il trouve son sens. C'est très bien d'avoir un regard critique par rapport à ça. Mais le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on cherche à transmettre. C'est les savoirs fondamentaux. C'est le fait qu'il y a 150, alors ça dépend si on est proche ou non des élections, mais 150 000 élèves qui sortent du système sans diplôme. Le fait qu'on a 11% de décrocheurs au niveau européen, que 20% des chômeurs n'ont pas de diplôme, etc. C'est ça le cœur du système éducatif. Comment on transmet mieux les savoirs fondamentaux. Il y a 400 000 ingénieurs qui sont formés en Inde tous les ans. On a à peine le double, tout confondu en France. Donc il y a des enjeux dans le système éducatif qui sont liés aux savoirs fondamentaux, transmission, et un enjeu aussi politique. On sait que la France est le système où l'ascenseur social est bloqué, est le plus bloqué. Ça fonctionne plus. Donc c'est ça les vraies questions. Et donc la question, c'est comment le numérique aide chacun à mieux apprendre, y compris les savoirs fondamentaux. Et c'est là qu'arrive la troisième révolution que j'ai évoquée en préalable, donc qui est cette révolution de l'intelligence artificielle. Encore une fois, le fait qu'on a ces datas qui vont permettre d'éclairer un peu mieux sur comment faire de la vraie personnalisation. Le défi pour l'enseignant, c'est qu'il a 30 élèves, on a un marché en Égypte, ils ont 80 élèves. Comment aider chaque élève? C'est compliqué. Donc les recherches qu'on a fait avec l'INRIA, on voit que un enseignant, il va enseigner sur le milieu de classe, il va essayer de faire progresser finalement le centre de la classe, mais les très bons, ils n'ont pas forcément d'exercices à leur niveau, et on voit les décrocheurs, rapidement, ils n'ont plus d'exercices à leur niveau. Et donc, alors que l'IA, qui est assez stupide, va pouvoir continuer à générer des activités
propre aux besoins de chaque élève. Aujourd'hui, on a du coup un projet qui s'appelle Adaptive Langue, qui a été acheté pour tous les lycées de la région Île-de-France, pour aider à cette maîtrise de la langue française à travers des outils comme ça adaptatifs, voilà, et Adaptive Fraction à Singapour, ou Adaptive Math, qui est un P2I avec le ministère de l'Éducation. Encore une fois, ça c'est tout ça, c'est aussi cette politique que soutient la France avec le SGPI, la BPI, Adaptive Fraction qu'on vend à Singapour. C'est soutenu par ces initiatives qui sont quand même assez formidables. En fait, tous les pays n'ont pas ça, même si on a tendance à râler ici. C'est pas... Merci Thierry de Vulpillard pour cet enthousiasme. On l'entend bien, il s'agit de trouver cette espèce d'alchimie entre le personnalisé et le collectif. Et c'est peut-être là que ça se joue, effectivement, pour n'oublier personne et pousser chacun. Ça est au service des enseignants. En fait, nous, on vend aux éditeurs scolaires ou au gouvernement. Et l'important, c'est que ces outils alimentent des tableaux de bord qui permettent aux enseignants de mieux discerner les difficultés propres à chaque élève, éventuellement les questions de 10. Dans des logiques d'évaluation ex-itinéraire. Voilà. Super, merci beaucoup Thierry. François Morel pour donc le réseau Canopé. Canopé qui organisait donc en juin l'événement Infine. Au cœur de la bataille pendant les confinements, donc quels sont les enseignements que retire Canopé aujourd'hui et quelles sont les propositions de valeur que vous faites au territoire? Oui, alors d'abord, je voudrais vous prier de bien vouloir excuser Marie-Caroline Missire, qui aurait dû être là, on lui avait place, et même en visio. Donc elle ne peut pas être là, donc je la remplace. J'espère que je le ferai avec autant de... Ça m'a l'air bien parti en tout cas. On va voir. Surtout après Thierry de Vulpillard. Oui, je crois que ce que nous a appris la période du confinement, avec la mise en place de la Canothèque, cette plateforme de formation qui a été mise en place rapidement, en fédérant déjà les actions qu'on portait et qui ont été formalisées par le biais d'un travail assez conséquent de l'ensemble de nos médiateurs et de nos directions territoriales. C'est comme le disait Madame la directrice académique, l'idée du collectif, du travail et la nécessité que nous avons de travailler tous en commun. Et cette table ronde le montre, à mon sens, très clairement. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous ignorer les uns les autres au fallacieux prétexte financier ou d'une vertu de service public laïque, gratuit, obligatoire. Non, on doit travailler ensemble. Cette période nous l'a appris. La Canothèque nous a montré que si nous intervenions, nous avions une expertise, certes, mais nous avions besoin aussi de médiatiser l'expertise d'autres. Donc on a, avec le numérique et cette capacité à médiatiser, à réfléchir, à faire en sorte que, en fait, la ressource, ce soit le réseau, et ce réseau qui rebondit sur d'autres réseaux, d'autres compétences, qui fait que aujourd'hui, on a mis en place des systèmes, des process, que le ministère nous demande d'être les formateurs, l'opérateur de formation au numérique par le numérique, mais ça, on ne pourra pas le faire sans les DRAN, sans les DAN, sans les acteurs industriels du monde privé, sans les EdTech avec lesquels on travaille. Le Canopé de Lyon est adhérent à la EdTech, membre de la EdTech Lyon, et qui travaillent justement ensemble pour essayer de s'acculturer aussi à des pratiques, des méthodes. On n'a jamais la vérité, hein. Et on découvre, et puis ça évolue. Thierry de Vulpillard m'a piqué ma référence à Michel Serres, mais ça ne m'étonne pas de lui. Une référence commune à tous. Voilà. On est dans une révolution, et cette révolution, on est dedans. Donc on n'a encore pas suffisamment de recul. Une révolution humaine, elle prend plusieurs centaines d'années à se mettre véritablement en place. Je pense que là, avec le numérique, nous n'en sommes qu'au début. Et Réseau Canopé essaye de se mettre en tant qu'opérateur au service de sa tutelle, bien sûr, mais aussi au service des collectivités territoriales, au service surtout et beaucoup des enseignants, pour faire en sorte que les usages ne soient plus vus avec une certaine crainte, mais soient fluidifiés, facilités. Je crois que c'est aussi ce que disait Madame Branger, hein. C'est important que dans le cadre des TNE, Réseau Canopé se positionne comme étant un facilitateur, une interface avec les différentes autres ressources. Merci beaucoup François Morel. Effectivement, ce positionnement historique de Canopé continue à la lumière des événements récents. Sur Infine, s'il y a un truc qui vous a marqué dans Infine, c'est quoi, vous, personnellement? C'est la dynamique, c'est la volonté aussi de positionner la démarche autour du numérique. J'en parlais des usages et des pratiques, faire en sorte qu'on ait une culture commune de cet usage pédagogique et numérique, de faire en sorte qu'il ne soit pas diabolisé, diabolisable.
l'éducation média, l'information, par exemple, est un élément très important. On ne peut pas faire de l'éducation média en diabolisant le réseau social. C'est extrêmement contre-productif, ça n'aurait marche aucun pas. sens. Donc c'est aussi cette capacité que nous avons à pouvoir échanger, à nous rencontrer sur des lieux, que ce soit Infine, que ce soit Ruralitis, que ce soit Ludovia ou autre, où justement les échanges informels de salons ou de repas sont extrêmement précieux. Ça permet de répondre à des questions ou de ne pas pouvoir répondre à des questions, de s'entendre dire des choses et de les faire remonter à un moment ou à un autre. Donc, voilà. Merci encore François. Michel Pérez, président de l'ANAE, nous rejoint à distance. L'ANAE, partenaire historique de Ruralitic sur les questions éducatives, qui travaille depuis plus de 25 ans sur ces questions du numérique éducatif et qui anime notamment le site Educavox, site de référence de tous les enseignants qui intègrent ces pratiques-là. Michel, qu'est-ce que t'inspire ce que tu as entendu ce matin? Et voilà, quelle analyse peux-tu faire et les orientations que tu peux nous donner? Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Nous sommes partenaires effectivement de Ruralitic depuis plusieurs années et nous avons évidemment beaucoup de choses à dire sur la réalité de l'école aujourd'hui lorsque nous avons été confrontés au confinement intermittent, confinement total, à des périodes intermittentes. Et nous avons essayé avec l'ANAE et Educavox d'apporter de l'aide, du soutien, des tutoriels, des témoignages et d'échanger pour partager des expériences. Bon, de notre point de vue, alors bien sûr tout ce que j'ai entendu est totalement pertinent et fait sens dans notre démarche. Les problématiques aujourd'hui de l'école sont culturelles, à la fois sociales et éducatives, parce que le numérique est un fait culturel social et il est global. C'est un fait culturel global. Les pratiques culturelles et sociales des jeunes aujourd'hui ont radicalement changé. Il y a, de notre point de vue, un risque de rupture entre la jeunesse et l'école si l'école n'évolue pas très rapidement pour se mettre en phase avec le reste de la société. L'équipement des familles n'est pas toujours adapté, l'hybridation des enseignements n'est pas toujours maîtrisée. Il y a des difficultés à la mise en œuvre des solutions numériques disponibles, des questions techniques évidemment, mais il y a surtout, de notre point de vue, un impératif d'éducation citoyenne et d'égalité républicaine. Nous sommes des acteurs de l'école. Et donc, nous avons constaté à plusieurs reprises qu'il y a des solutions disponibles. Bien sûr, il y a eu des plans d'équipement ces dernières années, qui sont nombreux, notamment pour les écoles rurales, le plan d'école numérique rurale, le plan école numérique innovante et ruralité, le label école numérique, le socle numérique de base aujourd'hui dans l'appel à projet plan d'équipement. Simplement, tous ces plans ne touchent qu'un nombre d'écoles et de situations assez limitées par rapport à l'ampleur du problème. Le plan école numérique innovante et ruralité n'a touché que 20% des écoles rurales. Il y a aujourd'hui les territoires numériques éducatifs qui est mis en œuvre avec 2 premiers départements, plus 8 autres. Et évidemment, c'est un effort considérable, encore une fois, 10 nouveaux départements plutôt. Mais tout cela n'est pas encore à la hauteur des changements considérables qu'il faut entamer. Nous avons bien vu que, évidemment, puisque Canopé est représenté, participe à ce travail sur les territoires numériques éducatifs, avec la trousse à projet pour les parents, c'est formidable, mais ce foisonnement aussi est accompagné d'initiatives locales qui créent un paysage relativement hétérogène et qui n'est pas vraiment uniforme sur l'ensemble du territoire. Il y a de très grandes diversité et disparité, notamment si on regarde la dépense moyenne d'éducation par élève dans les écoles, elle a été bien sûr très augmentée entre 2012 et 2017, passant de 8 € à 30 € en gros, mais le financement des petites communes est 3 fois moins élevé que celui des plus grandes. Il y a des inégalités territoriales qui pour nous sont un vrai problème. Alors les moyens mis en œuvre par ces différents plans sont quand même relativement modestes, quoique considérables en termes financiers, face à l'immense défi de mettre l'école en phase avec la société d'aujourd'hui. Il y a des solutions technologiques, il y a aussi pour nous 2 possibilités, il y a la technologie mais il y a aussi la continuité éducative. Alors,
Pour la technologie, nous référons assez fréquemment au solutionnisme technologique que l'on connaît bien, qui voudrait que la technique peut résoudre tous les problèmes de l'humanité et donc ceux de l'école. Cette pensée, nous la devons en gros à Jacques Ellul avec son ouvrage Le bluff technologique, puis Evgeny Morozov dernièrement a repris cette contestation du solutionnisme technologique. Tous les problèmes ne sont pas techniques, et même si on voulait faire un raisonnement qui viendrait à dire que la technique peut tout résoudre, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la solution. Lorsqu'il s'agit d'éducation, à l'ANAE, nous pensons qu'il ne suffit pas de traiter le hiatus, les effets du hiatus scolaire en installant des réseaux de tablettes partout, mais qu'il est indispensable d'agir en profondeur sur les causes des décrochages scolaires, des échecs d'enseignement à distance, qu'il faut agir sur les modalités pédagogiques via le numérique et instaurer en vérité une continuité éducative, parce que la relation est essentielle entre tous les acteurs de l'éducation, les enseignants, les familles, les collectivités, les associations d'éducation populaire pour un continuum éducatif et pas seulement un continuum pédagogique. Nous pensons en effet avec Serge Tisseron que l'introduction des technologies numériques à l'école, ce n'est pas seulement faire les mêmes choses autrement, c'est une manière de repenser tout l'enseignement. Et nous considérons que la culture numérique doit être au service de l'égalité des chances pour une insertion dans la société économique et culturelle, comme le disait récemment Anne Cordier lors de notre table ronde que nous avons menée sur Infine. Nous étions partenaires d'Infine. La continuité éducative, qu'est-ce que c'est? La continuité éducative, cela consiste à poser le problème en termes qui ne sont pas seulement pédagogiques, mais en termes éducatifs. Le numérique n'est pas la solution, mais seulement une partie de la solution. La solution, elle est à la fois pédagogique, éducative et politique. Il faut se souvenir que le numérique est un amplificateur de la pédagogie, pas la solution. Et en tant qu'amplificateur, il peut amplifier dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Il est nécessaire d'imaginer, et c'est à quoi nous nous attachons dans tous les contacts que nous avons avec les collectivités, avec les différents acteurs, à une large concertation au sein des comités locaux de partenaires de l'éducation numérique, qui peuvent inclure, comme c'est le cas au national, les enseignants, les familles, les associations, au sein de tiers-lieux, les collectivités territoriales, les autorités académiques. Nous savons qu'il existe ce genre de comité, puisque hier même, dans Ruralitique, il en a été fait mention par le président du conseil départemental. Simplement, il faut aller plus loin et généraliser cette démarche. Il faut partager les enjeux de l'éducation. Michel, est-ce que tu m'entends? Parce que je te sens parti. Oui, je finis ce que j'ai à dire. Il nous reste une trentaine de secondes. C'est vrai que la notion territoriale de continuum éducatif nous intéresse particulièrement ici. Oui, alors je termine rapidement, j'ai une minute. Donc, il nous faut partager les enjeux de l'éducation et par le numérique en intégrant médiation numérique pour les enseignants et les parents, un travail local, aller plus loin que ce que nous avons aujourd'hui en place. Il faut aussi peut-être réaliser un annuaire territorial de tous les acteurs experts du numérique. Il faut remettre les choses au niveau local. Bien sûr, l'encadrement de l'État et des collectivités est essentiel, mais il faut que les collectivités interviennent vraiment beaucoup plus. Donc, il faut en même temps faciliter l'accès au numérique via des solutions techniques, mais faire vivre cette concertation locale qui est indispensable de notre point de vue. Merci. Merci beaucoup, Michel. Merci d'avoir été avec nous. C'est très joli chez toi. Hein. Oui, j'habite à Hendaye. Ça se voit. Et le temps est magnifique. Hein. Merci. À très bientôt et bonjour à toute l'équipe de l'ANAE. Merci. On vous applaudit. Je vous invite à regagner vos places au premier rang. Et sans plus attendre, effectivement, cette concertation que Michel Pérez appelle de ses voeux entre les niveaux nationaux, locaux, les acteurs de l'éducation, les collectivités, on va essayer d'en parler avec Rose Mardelet et Florence Dubessy.
Mesdames, bonjour. Donc on continue sur notre alternance. Vous avez table ronde féminine, table ronde masculine. Voilà, on est dans la parité radicale, si je puis dire. Merci beaucoup à toutes les deux d'être avec nous. Rose Lemardelet, vous êtes responsable du pôle éducation de la Banque des Territoires, qui travaille évidemment ces sujets de l'éducation depuis plusieurs années. Vous êtes sur les TNE et vous êtes sur un autre sujet dont vous nous parlerez plus en détail, qui est l'appel à projet numérique éducatif, numérique inclusif. Florence Dubessy, vous êtes donc la toute récente vice-présidente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à l'éducation et au lycée. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Ruralitique. Alors, continuité entre l'école et le territoire. Rose Lemardelet, les dispositifs aujourd'hui que vous animez, comment se construit cette continuité entre l'action des collectivités et ce que vous voulez faire sur un plan national avec des choses qui doivent quand même être harmonisées? Oui, je pense que je m'inscris totalement dans ce que Michel Pérez de Laney a décrit, peut-être en conclusion de son propos, d'un besoin de plus d'horizontalité aujourd'hui, qui fasse du lien entre tous les dispositifs, qu'ils soient nationaux ou plus locaux, qu'on peut porter et animer avec l'ensemble de l'écosystème. Et je pense que c'est vraiment la leçon qu'on retire à la Banque des Territoires et le message, la conviction qu'on veut porter aujourd'hui et essayer de faire vivre à travers nos projets. C'est ce besoin de vraiment se faire parler les écosystèmes, avec notamment, et vous l'évoquiez en introduction, le besoin d'associer pleinement les collectivités, qui sont des actrices majeures du numérique éducatif, puisque c'est une compétence partagée entre l'État et les collectivités aujourd'hui, et on l'a vu en premier lieu au travers de la crise. Et aussi, je dirais, peut-être un décentrement des problématiques du numérique éducatif qui se joue aujourd'hui plus seulement dans la classe, et ça a été évoqué aussi ce matin et avec le témoignage des élèves, mais de plus en plus entre l'école et la maison. Et donc un vrai besoin aujourd'hui, qui est peut-être nouveau, en tout cas qui a été mis au jour et accru au travers de la crise sanitaire, d'associer aussi les familles et les parents. Et donc de ce point de vue-là, on voit aujourd'hui vraiment ce besoin de penser le numérique éducatif, pas seulement dans la classe, à l'école, avec un besoin lui aussi accru de former les enseignants, ça a été dit ce matin, de former les élèves, puisque vous l'avez dit ce matin, je pense que tout le monde partage le constat aujourd'hui, au sortir, on l'espère, de la crise, que les digital natives n'existent pas. C'est pas parce qu'on sait utiliser TikTok ou Snapchat qu'on sait écrire un mail bien rédigé, faire ses devoirs sur un outil en ligne, etc. Donc il y a un besoin aussi de formation des élèves au numérique, aujourd'hui pédagogique, éducatif, mais demain professionnel, etc. C'est ce que le ministre évoquait hier. Le numérique, c'est une nouvelle vraie grammaire pour beaucoup d'usages du quotidien, la santé, l'éducation, et donc ça s'apprend. Mais aussi les parents, puisque les parents aujourd'hui, donc ce volet parentalité numérique qu'on développe par exemple via le projet TNE dans le cadre du PIA, est vraiment clé, et c'est peut-être la nouveauté par rapport à d'autres plans nationaux d'équipement et de mise à disposition de ressources que Mireille Branger présentait tout à l'heure, les 3 piliers qui sont vraiment clés pour faire en sorte que ces stratégies soient vraiment transformantes sur le terrain. Ressources, équipements et formation, mais on pourrait peut-être ajouter ce petit plus qui est vraiment plus d'horizontalité, d'associer aussi les parents, et donc ce volet de parentalité numérique ou de formation au numérique des familles. Donc ça, je pense que ça infuse vraiment tous nos projets. Très rapidement, puisque vous l'évoquiez, à la Banque des Territoires, dans le champ de l'éducation, on a différents métiers, on a différents leviers d'action. Le premier, c'est l'investissement, puisqu'on a investi notamment aux côtés de DocaPost dans Index Éducation, par exemple récemment, ainsi que dans Mobidis, qui était présent dans la table ronde précédente. Donc voilà, pour soutenir des EdTech et investir dans des EdTech de demain, innovantes et qui a un impact. On va chercher de l'impact extra-financier, notamment pour les territoires et les collectivités. On accompagne des projets également qu'on opère via des mandats ou via des projets nationaux. Beaucoup ont été évoqués hier, notamment de dispositifs proprement territoriaux, Petites Villes de demain, Action Cœur de Ville, mais aussi dans le champ de l'inclusion numérique, France Service et les conseillers numériques, par exemple, et dans le champ de l'éducation, via des mandats, donc Campus Connecté, qui sera évoqué plus cet après-midi, par exemple, qu'on opère aussi dans le cadre du PIA, et évidemment les TNE qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc ça, c'est le volet opérateur, on va dire, la casquette investisseur, et la dernière peut-être, donc vous évoquiez aussi en introduction, qui est d'accompagner plus proprement les projets des collectivités, et de soutenir le développement des usages du numérique éducatif,
avec les constats que je viens d'évoquer, dans le cadre du plan de relance et dans le cadre des engagements de la Caisse des dépôts pour la relance, nous consacrons 15 millions d'euros au champ de l'éducation en investissement et aussi au travers d'un nouvel appel à projet. Donc, je ne sais pas si vous voulez que j'en dise un mot maintenant. S'il vous plaît, oui. Voilà. Donc, c'est un nouvel appel à projet qu'on a construit là cet été pardon, et qu'on lance cette année pour soutenir des projets de formation au et par le numérique dans les territoires. Donc, il s'appelle Numérique inclusif, numérique éducatif, qui est doté de 5 millions d'euros. Et qui s'adresse aux collectivités, aux EdTech, aux associations. Et le but, c'est vraiment de pouvoir générer des effets leviers dans les territoires pour soutenir ces écosystèmes vertueux locaux sur lesquels on a besoin de s'appuyer aujourd'hui, je pense, en tout cas c'est notre conviction, pour faire en sorte que les 13 millions d'élèves qui ont basculé, quasi 13 millions d'élèves qui ont basculé dans le tout numérique et dans l'école à la maison et la continuité pédagogique pendant la crise ne soient pas les 13 millions de Français en situation de fracture numérique de demain. Voilà. Concrètement, pour candidater à cet appel à projet, il faut porter quel type de projet et être qui, et c'est quand et jusqu'à quand? Alors très concrètement, il y a une page dédiée sur Internet, tout est expliqué, il y a un cahier des charges qui est disponible. Voilà. Il y a une première date de sélection pour candidater au 17 septembre. Donc là, c'est un peu tard, évidemment, on est fin août, non, mais ils sont réactifs, il y en aura d'autres tout au long de l'année. Le but, c'est vraiment de pouvoir échanger, on est disponible, on organise des webinaires très réguliers pour répondre aux questions, etc. Donc, pas de panique, on est tout à fait disponible avec mon équipe pour répondre aux questions et au fil de l'eau. Très concrètement, il faut candidater en ligne via un outil d'ailleurs public qui s'appelle Démarche Simplifiée, qui est développé par la DINUM et sur laquelle on s'appuie pour porter cet appel à projet, donc qui est très simple d'utilisation. Et ça s'adresse, donc, comme je le disais, un peu au triptyque gagnant qu'on espère solliciter pour faire bouger les choses concrètement, localement: collectivité, association et EdTech. Donc, entreprise de l'éducation. Entreprise, société d'éducation, technologie d'éducation, pour porter des projets innovants. Et le but, c'est pas de créer des projets from scratch ou de zéro, mais bien de venir appuyer des projets qui ont déjà un peu fait leurs preuves et porter leurs fruits sur le terrain, mais peut-être de les accompagner pour passer à l'échelle. Donc on a mis en place deux enveloppes de financement, un financement de 50 000 euros pour des projets qui seraient à l'échelle d'un à 3 départements. C'est pas flexible, on a essayé de mettre un peu des limites pour cadrer les choses, mais encore une fois, on choisira les projets les plus pertinents. Donc on n'est pas là pour avoir des règles un peu arbitraires, et un financement plus important jusqu'à 100 000 euros au maximum par projet, pour des projets qui seraient d'envergure un peu plus nationale, au-delà d'une à deux régions, quoi. Merci Rose de Mardelet. Florence Dubessy, donc côté région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez en charge évidemment les lycées. Il y en a plusieurs ici que vous accompagnez. Votre lecture de cette crise pour les lycéens, puis peut-être plus globalement aussi pour les jeunes, parce qu'on est sur un relatif spécial jeunesse, donc il y a aussi ce qui se passe dans l'extrascolaire. Qu'est-ce que vous avez en tête, vous, en début de mandat, et qu'est-ce qui a déjà été fait? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Avant de répondre à votre question, enfin, ça va y répondre aussi partiellement, j'aimerais vous parler de l'équipement numérique dans les lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque si la région ne fait pas l'effort techniquement, ça, on ne peut pas s'en servir. L'ordinateur, on ne peut pas s'en servir. Et les outils pédagogiques non plus. Donc, le rôle premier de la région, c'est de faire en sorte que tout ça fonctionne de la manière la plus efficace possible. Alors, je vais vous donner un certain nombre de chiffres. J'espère que l'audience, le public, pourra suivre. D'abord, le premier champ d'action, c'est tout ce qui est câblage et infrastructure. Au niveau financier, ça représente 7,5 millions d'euros pour la région. Alors, je ne voulais pas trop vous parler de chiffres, mais comme j'ai entendu l'intervenant précédent dire que les collectivités devaient faire un effort, finalement, en plus des
des chiffres que je vais vous donner, je vais vous assommer un petit peu aussi avec des données budgétaires, parce que les chiffres de budget d'intervention sont quand même Significatif. oui, avec une hauteur importante. Donc ensuite, le deuxième champ, c'est le raccordement à la fibre. Il faut savoir que dans les lycées, dans les 305 lycées publics d'Auvergne-Rhône-Alpes, absolument 100% des lycées sont raccordés à Internet via la fibre. Ils ont tous la fibre. Voilà. Le troisième champ d'intervention, bien sûr, c'est l'équipement informatique et audiovisuel. Ça représente 10 000 postes par an qui sont remis en service dans les établissements qui en ont besoin. 10 millions d'euros. Et pour vous donner encore un chiffre, donc c'est 2,6 élèves par poste, ce qui est une moyenne tout à fait honorable et qui correspond à celle des autres régions. Quatrième champ d'intervention, bien sûr, c'est l'exploitation, la mise en service, la maintenance de 90 000 postes dans tous les lycées publics qui sont utilisés chaque jour, et 47 000 logiciels. Le plus petit lycée, il a 60 PC, et le plus gros, il en a 1000. Donc vous voyez la grande variété des parcs informatiques au sein des lycées. Et enfin, bien sûr, c'est l'ENT, puisque l'ENT, au sein des lycées publics de la région, compte 700 000 comptes ENT. Donc, 70% des enseignants se connectent à l'ENT, 50% des élèves, ce qui est là aussi tout à fait correct pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, pour répondre plus précisément à votre question, la région a été d'une très très grande... Alors attention, je vais peut-être faire une interrogation écrite sur tout ce que je viens de vous dire, parce que je suis aussi enseignante. Et voilà, ça nous pendait au nez. À la fin de l'intervention. Non, plus sérieusement, donc, pendant la crise sanitaire, la région, malgré son importance, malgré le nombre conséquent de lycées, a été très réactive, et dès le tout premier jour du premier confinement, les services ont veillé à ce que l'ENT fonctionne, qu'il n'y ait pas de rupture, malgré le triplement du temps passé en ligne, et on a pu maintenir tout ça, là encore, avec une enveloppe budgétaire qui a été mise, et pour faire face à l'augmentation de 45% des connexions simultanées. Et puis, on parlait aussi tout à l'heure des équipements. La région a prêté des ordinateurs via les établissements ou directement auprès des familles. 1300 ordinateurs ont été prêtés aux élèves et aux foyers qui en avaient besoin. Donc ça a été une conséquence proactive de la région durant la crise. Sur les ressources ? Alors sur les ressources, donc pour cette rentrée, la région va faire deux principales actions, c'est-à-dire l'augmentation de la Wi-Fi au sein des lycées. En ce moment, il y a à peu près une cinquantaine de lycées qui sont en Wi-Fi. Donc on va propulser et augmenter les connexions Wi-Fi au sein des lycées. Alors, pas forcément dans tout l'établissement. Les proviseurs nous font part que le besoin de Wi-Fi, c'est surtout sur des salles ciblées, telles que les foyers, les internats, ou certaines salles de cours. Et puis, on va s'engager dans une année d'expérimentation sur les ressources, non plus sur les ressources numériques adoptantes, mais sur les nouvelles ressources numériques granulaires notamment. Et on va mettre en place une expérimentation dans 14 lycées, dont le lycée Émile Duclos à Aurillac, d'ailleurs, fait partie de cette expérimentation au niveau des secondes.
Ça va représenter à peu près 2000 élèves qui seront concernés pour que les professeurs puissent expérimenter ces ressources granulaires qui permettent là de faire des séances de cours où le professeur choisit ce qu'il veut mettre à l'intérieur et qui personnalise un petit peu plus le parcours. Et puis ensuite, voir si ces ressources granulaires complètes sont particulièrement intéressantes pour les professeurs, puisqu'on a déjà les ressources numériques que l'on accompagne et bien sûr le manuel papier. Voilà. Merci à vous. On arrive à la fin de cette séquence. Avez-vous une dernière chose à ajouter ? Ce que je souhaiterais ajouter, c'est que quel que soit ensuite le choix des enseignants, ressources numériques, ressources papier, ressources granulaires ou bring your own device, quel que soit le support également qui va être choisi, ça appartient aux établissements, ça appartient aux équipes pédagogiques. Et comme j'espère, je peux vous le montrer un petit peu, le rôle de la région, c'est d'accompagner ces choix et de faire en sorte que quand ils choisissent, soit de faire cours sur le portable des élèves ou avec des ressources numériques de leur choix, tout puisse fonctionner, tout puisse marcher. Et donc la région Auvergne-Rhône-Alpes est là pour accompagner les choix pédagogiques des équipes au sein des lycées avant toute chose. Et permettre à la liberté pédagogique de s'épanouir. Merci infiniment, mesdames, on vous applaudit. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause de 30 minutes. Donc, je vous invite à aller visiter les stands de nos partenaires, notamment sur l'éducation. C'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Et on se retrouve ici à 11h30 pétante. Merci beaucoup. Là, non, parce que en fait, j'ai plus le micro, là. Mais ils vont le voir tout seuls. Do you trust me?